Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. Bienvenue dans C'est ça la France, l'émission des entrepreneurs, des artisans que nous mettons régulièrement en lumière. Bref, l'émission des talents français. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir des artisans qui ont su prendre le virage de la transition écologique et qui voient le développement durable comme un véritable atout pour valoriser leurs entreprises. Le réchauffement climatique et la Covid-19 ont accéléré finalement cette prise de conscience pour certains d'entre eux. Cette urgence de prendre en compte ces nouveaux enjeux. On ne cesse d'innover dans le secteur artisanal, on ne cesse de vous le répéter dans C'est ça la France. C'est ce qui permet à nos belles entreprises de traverser les générations. Alors aujourd'hui, nous allons avoir le témoignage de deux entrepreneurs qui ont intégré cette dimension de durabilité. Et vous allez voir qu'ils peuvent non seulement gagner des parts de marché, mais aussi réduire leurs coûts et donc améliorer leur compétitivité. Tout à l'heure, nous serons avec Emmanuel, un ancien salarié de la banque qui s'est reconverti dans la réparation de vélos. Il est autodidacte et exerce son métier avec passion et surtout, il fait partie de ce qu'on appelle les réparateurs. Mais tout de suite, nous sommes avec Gilles Couder qui est à la tête de Kaori Construction, une entreprise basée à Isle, spécialisée dans les ossatures bois, la charpente et la couverture. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Gilles Couder. Bonjour. Vous êtes bien dans le 87, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait, ouais. Alors la charpente, Gilles Couder, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Vous êtes fils et petit-fils de charpentier. C'était une évidence pour vous de travailler le bois à votre tour? Oui, je sais pas trop comment vous répondre à ça, mais oui, on va dire que j'ai toujours voulu faire ça. Après c'est venu tout seul, tout à fait. Parce que avant de créer votre entreprise en France, vous avez fait vos armes auprès des compagnons du devoir, de Haute-Vienne et du Maine-et-Loire. Vous êtes même parti en Nouvelle-Calédonie, donc faut le dire, c'est vrai que c'est un parcours fortement recommandé. Quand on se lance dans l'artisanat, on doit faire notre tour en tant que compagnon du devoir. Enfin, c'est mieux en tout cas. Je suis pas compagnon du devoir. Attention. Auprès des compagnons. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai acquis toutes mes compétences par le biais des formations diffusées par les compagnons. Après, toute ma famille est compagnon. Enfin, mon père et mes oncles sont tous compagnons aussi, donc c'était un peu aussi naturel que je me dirige vers ce cursus-là. Et après, j'ai voyagé donc un peu partout en France. J'ai fait pas mal de petits passages dans quelques villes, en France. Et après, je suis parti, pendant quasiment 2 ans en Nouvelle-Calédonie où j'ai travaillé sur des îles désertes et autres. Et donc, c'était plutôt intéressant. Dans des zones difficilement accessibles. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant. C'est un autre savoir-faire, là, encore. Exactement. C'est ce qui m'a poussé un petit peu à m'orienter en rentrant en France après à orienter mon entreprise, donc quand j'ai remonté mon entreprise en France, à orienter mon entreprise vers ce genre de travaux aussi. Voilà. À votre retour en France en 2010, vous créez l'entreprise Kaori Construction, spécialisée donc dans l'ossature bois, la couverture et les fondations. Et très rapidement, pour vous, comme fil rouge, vous souhaitiez, être le moins invasif possible chez vos clients, pour l'environnement. Donc il a fallu tout de suite innover en fait. Et finalement, c'est un risque de se lancer comme ça dans l'innovation. On le sait, dans votre secteur, le matériel coûte cher. Le matériel coûte assez cher. Oui. Alors dans un premier temps, le risque, je l'ai pas pris au niveau du matériel, je l'ai plus pris au niveau de la stratégie de l'entreprise. Voilà, de la stratégie, de la méthodologie de travail et de la conception de mes structures en fait. Donc on est parti sur des conceptions en utilisant des matériaux biosourcés, en limitant au maximum les déchets générés par nos ouvrages, ce genre de choses. Et après, par la suite, oui, je me suis équipé de matériel assez onéreux qui me permettait de diminuer encore plus mon invasivité et mon empreinte carbone à l'usage aussi de ces engins-là. Donc cette durabilité, cette projection éco-responsable, vous l'avez eu très tôt. Oui, mais c'est pareil, je pense que ça m'a été aussi un petit peu insufflé par le biais de mon père notamment. Et puis après je pense que c'est après on y a tous été on y est au jour d'aujourd'hui, on y est tous confrontés. Après moi en plus de ça, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'ai pu aussi constater certaines choses liées à l'environnement et certaines contraintes qu'on pouvait que notamment les constructions pouvaient générer sur des sites naturels. Donc j'ai été sensibilisé à ça assez tôt et au final ça a été pour moi, on va dire, une évidence de faire des efforts là-dessus, quoi. D'orienter mon entreprise sur quelque chose de plus résilient et voilà. Et prendre le risque du coup d'investir.
Dans du matériel Le très risque coûteux. d'investir, tout à fait. Tout à fait. Et donc cet investissement, vous l'avez fait notamment grâce à l'aide de la Chambre des métiers de l'artisanat. C'est-à-dire c'est sous leur Tout à fait. conseil, c'est ça, il y a eu un échange pour justement être sûr, avant d'investir autant. Exactement. Voilà. En fait, j'ai demandé un coup de main à la Chambre des métiers qui m'a aidé à établir des dossiers pour avoir des aides de financement au niveau de la région et que j'ai pu avoir d'ailleurs, et qui m'a bien aidé, et qui m'a bien rassuré surtout sur l'achat de ces engins qui sont assez chers. Voilà. Tout à fait. Donc ces conseils ont été précieux. C'était important finalement de pouvoir échanger avant de se lancer. Exactement. Oui, les conseils sont toujours précieux. C'est un conseil par n'importe diffusé par n'importe qui, il est toujours bon à prendre. Là, en l'occurrence, j'ai eu la chance aussi de tomber sur les bonnes personnes qui ont été très efficaces, qui ont su m'orienter vers les bonnes personnes aussi, et ça s'est passé relativement bien, même très bien. Ça a été assez rapide et je regrette absolument pas ma démarche. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs, et peut-être qu'il y a des artisans qui nous écoutent, dans le cadre du plan France Relance, et pour favoriser une relance durable de l'économie de proximité, le réseau des chambres des métiers accompagne les entreprises artisanales dans leur transition. Moi, je conseille vraiment tous les artisans, aussi petits soient-ils, à se faire aider de aussi bien de la Chambre des métiers que des syndicats patronaux comme la CAPEB ou la Fédération du bâtiment. Voilà, faut pas rester seul dans son coin. Et en fait, il y a vraiment plein de choses. Il y a plein de choses qui sont mises en œuvre par les régions et les chambres des métiers pour épauler et aider l'artisanat. Voilà. Vraiment. Et cette innovation vous a valu de remporter en 2018 le prix responsable du concours Stars et Métiers. Tout à fait. Alors ça, c'est sur une activité du coup que j'ai développée en parallèle qui est sur de la fondation spéciale en fait. C'est-à-dire qu'on a donc nous notre métier initial ça reste charpente et couverture. On est des charpentiers. Et il y a environ 7 ans maintenant, je me suis formé et j'ai aussi acheté des engins assez spécifiques pour réaliser de la fondation spéciale. Voilà, c'est des vis de fondation métalliques, donc c'est de la fondation écologique. Ce qui nous a permis du coup de compléter, on va dire, notre petit tableau de travaux éco-responsables, voilà, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une zone de chalandise nationale d'ailleurs sur cette activité-là, puisqu'on travaille pas beaucoup en Limousin, en l'occurrence, on travaille plus dans toute la France, que voilà, je pars plus souvent en déplacement que sur cette activité-là, tout du moins, on n'a pas beaucoup de travaux dans la région. Au final, on travaille beaucoup dans l'arc alpin et là, sur la Côte d'Azur. Et vous avez le sentiment que les clients sont de plus en plus sensibles à ces démarches-là auprès des artisans? Moi, à mes yeux, les clients ont toujours été sensibles à ça. Après, c'est toujours la même problématique, c'est que dès lors où on commence à toucher au portefeuille, la sensibilité, ça me nuise de jour en jour. Mais au jour d'aujourd'hui, oui, je sens que la sensibilité a déjà dû augmenter, et en plus de ça, les gens sont quand même prêts à faire quelques sacrifices par rapport à ça. Voilà. Et ça demandait de nouvelles compétences aussi de la part de vos apprentis, de vos salariés? Bien sûr. Et ça, c'est vous qui devez vous en occuper au sein même de l'entreprise, de pouvoir justement les former à ces nouvelles compétences et ces nouveaux enjeux? Alors, ce qu'on développe, enfin la formation, elle se réalise en interne, au final, sur ce genre de choses. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de cursus qui forme aux activités qu'on fait, nous, au sein de l'entreprise, liées à toutes ces activités environnementales. Donc, c'est vraiment de la formation en interne. Voilà. Donc, moi, je me suis formé, on va dire, pas tout seul, mais presque. Et j'essaie de diffuser cette formation-là au personnel qui passe dans mon entreprise. Et en même temps, pour le personnel qui passe par l'entreprise, ça permet, j'allais dire, d'être à jour dans les compétences de demain. Mais ça, c'est mon point de vue, c'est le vôtre aussi. Après, c'est pas forcément toujours le leur, mais oui, à mes yeux, c'est l'avenir, tout à fait. Donc, aujourd'hui, pour notamment gagner des appels d'offres, je pense aussi à la commande publique ou d'autres appels d'offres, ces critères, ces enjeux sociaux et environnementaux sont et deviennent de plus en plus incontournables, essentiels. Tout à fait, il y a une cotation, c'est-à-dire qu'il y a une cotation, il y a une notation, on est noté sur nos remises d'offres, sur des appels d'offres publics. Donc oui, ça devient très important. Tout à fait. Nous, on a du coup, pour le coup, on a un avantage là-dessus, c'est qu'on a quand même beaucoup d'arguments liés à l'environnement dans notre activité. Donc c'est pas, voilà, on s'en plaint pas à ce niveau-là. C'est sûr que les communes
pour lesquelles on répond sur des offres sont plutôt satisfaites de notre équipement et de notre démarche. Et vous croulez sous le boulot. On croule sous le boulot, oui, tout à fait, oui. Après, Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On n'en a jamais assez du travail. Vous avez raison. On en a beaucoup. Après, c'est le personnel qui est la difficulté qu'on a, comme tout le monde dans l'artisanat, c'est de trouver du personnel. C'est de trouver du personnel et du personnel compétent. Compétent, qualifié, compétent et motivé. Et motivé, exactement. Merci beaucoup Gilles Couder pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes à la tête de Kaori Construction. Merci et bon dimanche à vous. C'est moi qui vous remercie. Au Bonne revoir. journée, au revoir. Au revoir. Allez, on se quitte un court instant et on se retrouve juste après avec un autre artisan qui fait face lui aussi aux enjeux du développement durable, mais dans un secteur complètement différent, le vélo. À tout de suite. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, on le consacre aux artisans qui font face aux enjeux de développement durable. Alors lui, notre prochain invité, travaillait dans la banque avant de devenir réparateur. On en parle tout de suite dans C'est ça la France. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Emmanuel Chotard. Bonjour. Alors, vous êtes un ancien salarié du secteur de la banque, du secteur bancaire, et vous êtes devenu réparateur. On va revenir sur cette marque, un réparateur. Mais avant tout, donc, vous avez décidé donc, de vous lancer dans le secteur du vélo, et notamment dans la réparation de vélos. Et vous avez créé Eco Atelier Bicyclette à Rennes. Alors, expliquez-nous ce qui vous a donné, ce qui vous a motivé pour changer de voie. Ce qui m'a motivé pour changer de voie. Ça faisait longtemps, ça faisait déjà quelques temps que moi, sur mes temps libres, en fait, je réparais et je restaurais des vieilles bicyclettes. Le vélo m'a toujours plu pour l'objet et pour moyen de locomotion. Et j'ai décidé en 2020 de créer un atelier de réparation et de restauration de bicyclettes. Donc vous êtes en fait autodidacte, mais en même temps passionné, vous le faites depuis toujours, donc c'était une évidence. Un passionné de vélo et de réparation de vélo, déjà. C'est ça, oui. Et qu'est-ce qui vous manquait justement dans votre précédent travail et qui vous a vraiment donné envie de changer ? Une recherche de sens. Oui, une envie de faire des choses peut-être plus concrètes, quoi, et un métier de passion. Bon, ça tombe bien, c'est un secteur en plein essor. Donc, les Français prennent le temps de faire réparer leur vélo ? Oui, de plus en plus. Donc, il y a une vraie conscience vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'on prend le temps de chercher un réparateur de vélo, on n'est pas là à se dire le vélo de notre enfant est fichu, allez hop, j'en prendrai un autre, j'en rachèterai un autre. Non, on prend le temps de faire réparer, on bichonne ce vélo comme on bichonne sa voiture. Ça évolue quand même. Parce que voilà, ce que vous notiez en fait, c'est que des fois il est parfois plus simple d'aller acheter un vélo neuf que de faire réparer le sien. C'est ça. Surtout en termes de coût, quoi. Donc, je veux dire, des vélos vendus dans les grandes enseignes, souvent c'est le prix d'une réparation sur un vélo quand il y a beaucoup de réparations à faire dessus. Exactement. Donc là, pour réussir à sensibiliser les gens là-dessus. C'est-à-dire qu'il vaut mieux acheter un vélo de meilleure qualité qui va durer beaucoup plus longtemps et dès qu'on rencontre des soucis, on fait réparer, quoi. Tout simplement. Exactement. Alors, vous faites partie, je disais, des réparateurs. Alors, je vais bien que vous expliquiez à nos auditeurs ce que cela signifie, parce que c'est une marque qui a été créée donc, par la Chambre des métiers de l'artisanat et l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Mais encore, ça veut dire quoi ? Donc, ça veut dire, ça quoi ? En gros, ça promeut l'économie circulaire. C'est ça, c'est le fabriqué en France, le durable, le circuit court. Exactement. L'objectif, voilà, c'est de réparer au lieu d'acheter neuf. Réparer quand c'est possible. Des fois, voilà, c'est pas possible de réparer, on est obligé de remplacer la pièce. Et privilégier les circuits courts. Moi, comme je vois à l'atelier, je travaille notamment avec la marque Velox. Donc c'est une ancienne entreprise française qui a été créée en 1903, donc qui est spécialisée notamment dans les roues. Et c'est des roues qui sont assemblées près de chez moi, quoi, à la Gage de Bretagne. Ouais. Mais alors, du coup, il y a aussi, finalement, des messages peut-être encore plus forts en termes d'environnement, c'est la préservation des ressources des matières premières, hein, c'est l'économie circulaire, qui fait partie de l'ADN même des entreprises artisanales. Exactement. Et notamment ce que je fais pour la restauration, souvent je garde la base qui est le cadre. Au lieu de jeter un vélo complet, moi je garde le cadre et je change les périphéries qui sont autour.
Ah oui, exact, oui, d'accord, pour mieux comprendre. Alors, sur tout le territoire, les métiers de la réparation représentent, je le dis à nos auditeurs, 127 713 entreprises artisanales hors automobile qui vont du cordonnier au bijoutier en passant par le réparateur des produits informatiques, électroménagers, équipements sportifs. Donc, il y a vraiment cette volonté, on le disait, l'économie de proximité, créer du lien social. Ça, on peut le dire, c'est avec des métiers comme le vôtre, on crée du lien social et on crée aussi des emplois qui ne sont pas délocalisables. Mais je rebondis sur le réparateur. Donc réparateur, en tant que nous, réparateurs, nous sommes acteurs, mais je pense que les gens aussi sont acteurs. Oui. Voilà, comme vous disiez tout à l'heure, de prendre le temps d'aller chez un réparateur pour faire réparer son vélo, comprendre comment fonctionne son vélo. Voilà, on est tous acteurs en fait là-dedans. Et ce changement de vie, vous l'avez fait grâce à un accompagnement de la Chambre des métiers de l'artisanat. Parce que, je le précise pour ceux qui nous écoutent, peut-être que certains ont envie eux aussi d'aller vers un métier beaucoup plus concret, qui a du sens. Parfois c'est difficile de se reconvertir, on ne sait pas trop comment faire. Vous en l'occurrence, c'est la Chambre des métiers de l'artisanat, c'est ça qui vous a accompagné dans ce changement de vie? C'est ça. De quelle façon? Moi je m'étais déjà renseigné sur le métier de vélociste, et après j'ai pris contact avec la Chambre des métiers de Rennes, et là j'ai été suivi. Donc ils proposent quelques stages de formation. Donc pour quoi? Pour apprendre à faire une étude de marché, voir comment s'y matrique, toutes les choses concrètes en fait. Oui, la partie plus business aussi. Exactement, parce que quand on est artisan aussi, il y a une grosse partie gestion quoi. Bien évidemment, parce que vous êtes votre propre patron, il faut gérer l'entreprise. Exactement, c'est ça. Et je le dis aussi à nos auditeurs de Sud Radio, ceux qui souhaiteraient justement privilégier les réparations de proximité. Il y a un annuaire national de la réparation, annuaire-réparation.fr, qui est mis en ligne depuis juin 2019. Et cet annuaire, il recense des artisans comme vous, qui sont réparateurs de France et pas que dans le secteur du vélo, électroménager comme je disais, téléphonie, multimédia, vêtements, bijoux. Enfin, vous êtes une grande famille. C'est ça, et je pense que ce mouvement va s'amplifier. Les gens prennent conscience qu'il faut faire réparer. Merci beaucoup. Et dites-moi, Emmanuel Chotard, je vous ai coupé. Dites-moi. Non, du tout. Non, j'allais développer un petit peu, mais je pense que allez-y, je vous en prie. On parlait de conjoncture, il y a une pénurie de matières premières, et je pense que on va tendre à ça, faire réparer au lieu de jeter et d'acheter neuf. Oui, et puis il faut garder après effectivement cette bonne habitude pour la suite. C'est ça. Mais après, faire réparer, à la base, faut des choses qui soient conçues pour durer, en fait. Oui, effectivement. Donc tout ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on répond à ces enjeux environnementaux et une démarche beaucoup plus éco-responsable. C'est ça. Merci beaucoup Emmanuel Chotard. Je rappelle que vous avez créé l'atelier Éco-Atelier Bicyclette à Rennes. Merci pour votre témoignage et je vous souhaite un très bon dimanche Emmanuel. Merci à vous également. Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Thibaut, on vous a laissé la semaine dernière dans une mine d'ocre du Luberon où vous profitiez du frais et je crois qu'on poursuit avec vous la visite. Si vous voulez Nathalie, on va redescendre dans ces anciennes galeries d'ocre de Bruux, près de Gargas dans le Vaucluse. On rappelle qu'elles ont été aménagées afin de permettre aux visiteurs de plonger dans cet univers de l'ocre. On y découvre notamment le travail des ocriers qui étaient de vrais mineurs de la couleur. Et justement, Mathieu Barrois, le directeur d'Ocra, le conservatoire des ocres et de la couleur, m'a expliqué comment ces galeries ont été creusées. Alors le principe des galeries, c'est qu'il y a toujours un mineur, donc on appelle le mineur d'avancement. C'est la personne qui commence par le haut, donc on creuse toujours à partir du haut. Et le mineur d'avancement est un mineur ambidextre. Ça veut dire qu'il tient sa pioche d'un côté sur la droite et il peut aussi la tenir sur la gauche. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'à l'époque, ils faisaient à peu près 1,60 m, les ouvriers. Et donc par rapport à son mi-temps, avec son bras, ça fait 1,50 m d'un côté, 1,50 m de l'autre. Donc toutes les galeries font 3 mètres de large. Et on va dégager de chaque côté. Et quand on aura dégagé 3 mètres dans la largeur et à peu près 3 mètres de chaque côté, on va faire un trou au milieu et on va faire sauter le bloc.
Et on va utiliser la poudre noire, parce que la poudre noire, c'est surtout pas de la dynamite, qui serait beaucoup trop violente. Et encore une fois, je rappelle, c'est important, ce n'est que du sable. C'est du sable collé avec une argile et coloré par les oxydes de fer. Dans quel récipient on récoltait le sable ? Alors souvent c'était dans des chariots. Alors ça pouvait être au début, avant l'industrialisation, ça pouvait être des couffins. Le couffin était très très utilisé en Provence avec des ânes. Mais après très rapidement, on a mis en place des petits chariots, des Decauville, ce qu'on appelle les Decauville. Donc des petits trains à rails réduits. Et ensuite on l'a amené au lavage parce qu'ici on n'a que la partie extraction. Dans ce que l'on voit autour de nous, on a vraiment l'impression que c'est dur. Quand on tape, c'est dur comme la pierre. Et par contre, quand on frotte, on sent... C'est friable. C'est friable. Et au bout sur le doigt, vous avez... Il y a cette trace orange. Et la trace de l'ocre. Exactement. Donc, dans ce que l'on a face à nous, il y a à peu près 5 à 15% d'ocre. Tout le reste, c'est du sable. Donc 80-95%. D'où l'importance de le laver, puisqu'on ne peut rien en faire. Quelle épopée, la fabrication de l'ocre. Savez-vous ce qui a marqué le déclin de la production ? En fait, c'est simple. L'apogée de la production, on peut dire que ce sont les années 28, 1929. Et ensuite, les produits de synthèse plus économiques vont remplacer ce minerai naturel, notamment pour le caoutchouc. À noter qu'on produit encore 1 millier de tonnes d'ocre par an, notamment pour la peinture. Mais retrouvons Mathieu, qui va maintenant nous expliquer comment on lave cet ocre après l'avoir extrait. Écoutons-le. Donc, comment on fait pour laver l'ocre ? Nous, ce qu'on fait avec les enfants pour leur montrer, on met du minerai dans un bol, on met de l'eau, on prend une cuillère, on tourne avec la cuillère, et quand le sable étant plus lourd, dès qu'on sort la cuillère, le sable se dépose au fond, en 1 seconde. Vous avez l'ocre qui est en suspension dans l'eau, et je verse le dessus du bol dans un deuxième bol. Dans un deuxième bol où il n'y a que de l'eau et de l'ocre. J'ai éliminé le sable. Et on récolte l'ocre. Et ensuite, on attend que l'ocre se dépose, puisque l'ocre est quand même plus lourde que l'eau. L'eau devient claire, on jette l'eau et on va récupérer l'ocre. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en démonstration, mais c'est ce qu'on fait aussi au niveau industriel, dans des grands bassins. Dans les bassins, on peut fabriquer 100 tonnes d'ocre par bassin. Donc je vous rappelle encore les chiffres. En 1929, on a fabriqué 40 000 tonnes d'ocre. Et 40 000 tonnes d'ocre, ça représente que 10% de ce que vous avez autour de vous dans le minerai. Donc on a extrait 400 000 tonnes de sable. La quantité de sable extraite, voilà. C'est énorme. C'est énorme. On imagine. C'est pour ça qu'on explique vraiment que le paysage que vous venez voir en tant que touriste, c'est un paysage qui est totalement transformé par l'homme. Il en parle très bien. Je pense que ça a donné envie à nos auditeurs d'aller justement découvrir ces paysages façonnés par l'homme. Comment fait-on ? C'est simple, on réserve la visite sur le site www.mine au pluriel de Bruaux, BRUOUX.fr. C'est ouvert entre mars et octobre. Et vous avez aussi la possibilité de prendre un billet combiné pour visiter également l'usine Mathieu à Roussillon. C'est là où on traitait le minerai, c'est là où on découvre notamment ce système de lavage dont on vient de parler. Voilà 2 belles idées de visite pour cet été à mettre dans vos agendas. Merci beaucoup Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Vous a été présenté par le Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche ensoleillé, je l'espère, pour beaucoup d'entre vous. Passez une belle journée en famille, entre amis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien.